c'était vraiment des bébés qui étaient vendus. Et ils étaient vendus comme tortues naines avec un petit bac en plastique, avec le palmier en plastique, la petite grotte en plastique. Enfin, franchement, l'horreur. Ça coûtait pas grand-chose. Des milliers et des milliers de tortues qui étaient envoyées comme ça un petit peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Et pourquoi pas aux États-Unis où elles étaient élevées? Tout simplement parce que les tortues, comme tous les reptiles, sont des animaux qui possèdent donc des salmonelles. Et donc, si vous manipulez une tortue sans après vous laver les mains, vous risquez une salmonellose. Et il avait été montré à l'époque que 11% des cas de salmonellose aux États-Unis étaient dus à la trachémie décrite, donc à la tortue de Floride. Donc du coup, interdiction de les vendre sur leur territoire. Mais par contre, quand vous savez que, je sais plus, c'est en une année, 1 878 000 bébés tortues de Floride sont arrivés en France. Vous vous rendez compte, en une année, vendus en France. Donc, bien évidemment, tous ces animaux-là n'ont pas été relâchés dans la nature. Il y en a plein qui sont morts, etc., ou gardés par les propriétaires. Mais dès qu'elles commençaient à grossir, puisque ça devient quand même assez gros, eh ben les gens pensaient bien faire. Pourquoi? Parce qu'ils allaient relâcher donc la tortue dans la mare, parce que la tortue elle était mieux quand même dans la nature, dans la mare que dans un bocal en plastique. Et donc du coup, ces animaux se sont bien adaptés en France, et on en trouve encore, bien évidemment. Elles vont rentrer en compétition pour les places d'insolation, ça c'est évident. Mais de toute façon, à partir du moment où une espèce exotique est introduite dans un milieu et à partir du moment où celle-ci arrive à s'acclimater, elle va engendrer de toute façon donc des problèmes dans la faune locale. Françoise Sercollet est une passionnée des reptiles, des serpents, mais aussi des tortues. Les tortues, testudines ou chéloniens, font partie d'un ordre de reptiles qui compte presque 350 espèces en tout. Ils se subdivisent en 3 groupes. D'abord, les tortues terrestres, qui comptent 70 espèces. Les tortues aquatiques d'eau douce, qui comptent beaucoup plus, à savoir environ 260 espèces. Et les très médiatiques tortues marines, qui ne compte, elle, que 7 espèces, auxquelles nous consacrerons intégralement le 3e épisode de cette mini-série. Pour ce 2e épisode, nous avons choisi de nous pencher sur nos tortues françaises. La France compte seulement 3 espèces de tortues sauvages indigènes. La première est l'Eurotestudo hermanni, alias la tortue d'Hermann, qu'on trouve encore dans le massif des Maures et en Corse. Elle est en voie d'extinction car son habitat morcelé s'appauvrit. Il y a aujourd'hui plus de tortues d'Hermann nées en captivité que dans la nature. L'espèce pourrait donc être réellement préservée si les bonnes décisions sont prises aux bons endroits grâce aux associations et aux amateurs que je salue ici. La deuxième espèce emblématique de France est l'Hémis orbicularis, alias la cistude, qui a une place particulière dans l'équipe de baleines sous gravillon. Je m'explique. Chacun des 20 membres de l'équipe s'est vu attribuer un animal totem. Et cistude est le totem de Roman, l'herpéto de notre bande, notre spécialiste et passionné des reptiles. Les fidèles de baleines sous gravillon ont déjà souvent entendu son nom. Bref, la vraie cistude est une petite tortue aquatique présente dans une grande partie du centre et du sud de la France. Camargue, Corse, Aquitaine, Brenne, Bourbonnais ou encore Sologne. Elle est aussi en voie d'importante régression car ses milieux aquatiques d'origine s'amenuisent et leur qualité s'appauvrit. La troisième espèce est la Morémis léprosa, alias l'émise lépreuse. Une autre petite tortue aquatique présente uniquement dans quelques mares des Pyrénées, de la côte atlantique à la Méditerranée. Cette tortue est en revanche plus abondante dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord. Mais elle aussi est en danger dans toute son aire de répartition en raison de l'omniprésence humaine. En dehors de ces 3 espèces indigènes, nous allons voir avec Françoise que l'on trouve d'autres espèces en France, parfois très étonnantes. Sous la carapace des tortues françaises, chapitre 2 de la mini-série Tortues. C'est parti.
Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Plutôt rebonjour, c'est notre deuxième épisode consacré aux tortues. On a fait un premier épisode sur les généralités assez riches, assez denses, assez obèses, grâce à vous. Merci pour ça. Aujourd'hui, on va parler des espèces françaises et on va commencer sans plus attendre par la tortue d'Hermann, Testudo hermanni. C'est ça. Vous m'avez dit que c'était la tortue la plus courante en France. Disons que c'est la seule tortue terrestre que l'on trouve notamment en France. Et les populations chutent drastiquement parce que on la trouve surtout dans le Var, notamment Plaine des Morts par exemple, et en Corse. Alors, décrivez-moi un peu cette petite tortue. À quoi elle ressemble? C'est une tortue de terre classique, quoi. Alors oui, c'est ce que l'on appelle aussi la tortue des jardins, que l'on trouve donc dans nos jardins, la fameuse Caroline. De Bouléville. De Bouléville. Que vous dévoriez étant jeune autant Absolument. que moi. Et le pire, c'est que c'est vrai. Ouais. Ah, mais moi aussi. C'est trop mignon. Vous avez des petits trucs à nous donner pour, par exemple, distinguer, je ne sais pas, le mâle de la femelle, avec cette histoire de plastron notamment? Oui, alors le plastron chez le mâle, donc il est creusé, donc il est concave, de façon à pouvoir épouser la carapace de la tortue, donc la dossière de la tortue. Et c'est vrai que la reproduction chez les tortues ne passe pas inaperçue. Parce que quand ils sont en reproduction, c'est absolument extraordinaire. Vous avez le mâle qui cavale après la femelle, qui lui donne des coups de carapace, qui lui mord les pattes, qui lui mord le cou, et puis qui essaye de lui monter dessus, etc. Malgré le fait que la tortue, la femelle, elle continue à avancer, même à manger. Voilà. Et une fois que la copulation a eu lieu, on entend des bruits, mais le mâle, il crie. Je peux vous dire que vous entendez des couinements et ça fait franchement un sacré boucan. Donc, si vous allez vous promener au mois d'avril-mai en Plaine des Morts et que vous entendez des bruits très forts dans les fourrés, ce sont les tortues qui se reproduisent. Vous avez une immense banane, Françoise, en me racontant ça. On voit que vous les aimez, vos tortues. On va enchaîner sur la deuxième espèce, je dirais indigène française, qui est pour le coup une tortue aquatique, une tortue, vous m'aviez dit au premier épisode, palustre, qui vit dans les marais, qui vit dans les lacs, qui vit en tout cas en eau douce. Parlez-moi de la cistude Emys orbicularis. Alors, effectivement, c'est l'une de nos deux tortues palustres en France. C'est une petite espèce que l'on trouve surtout, je dirais, dans le sud de la France, mais également dans la Brenne, donc dans tout ce qui est étangs, rivières, etc., etc. Et c'est vraiment un animal qui est déjà très sympathique, mais qui fait l'objet donc de plans de réintroduction dans la nature, en passant par les parcs zoologiques. Par exemple, en tant que muséum, je vais citer donc le parc de la Haute-Touche qui se trouve donc à Zelle-Féron, où là, ils ont donc des tortues cistudes donc en captivité. Celles-ci vont pondre, les œufs sont récupérés, sont mis en incubateur et les émergentes sont récupérées, sont gardées dans des bacs et sont élevées jusqu'à 2-3 ans et après sont réintroduits notamment dans la nature, par exemple au lac du Bourget, où là, il y a plusieurs dizaines de tortues qui ont été relâchées, par exemple, à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment intéressant de montrer le rôle donc des parcs zoologiques pour la réintroduction d'espèces et notamment avec la cistude d'Europe. Vous en avez très bien parlé, Françoise. Dites-moi, la cistude, on la trouve dans la plus grande partie de la France, c'est ça? Il y en a à peu près partout? Oui, enfin, sauf en Île-de-France. Donc, il faut vraiment descendre un petit peu, je vous dis à peu près à partir de la Brenne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nord de Paris, il n'y en a jamais de cistude? Ah non, il fait trop froid. D'accord, ok. Ah oui, c'est une histoire de froid, oui, d'accord. Il fait trop froid et puis en plus c'est pas sa répartition géographique et donc du coup c'est vraiment un animal relativement timide et si vous allez je sais pas moi du côté de Bordeaux ou ou encore une fois dans la Brenne où il y a une grosse population et il y a aussi pas mal d'organismes qui s'occupent donc de leur protection, ce sont des animaux que vous pouvez voir par exemple sur des troncs d'arbres en insolation, donc en héliothermie, c'est-à-dire récupérer la chaleur du soleil pour se chauffer, oui, comme on voit très bien que les reptiles en général et les tortues en particulier peuvent faire. Tout à fait. Donc tortue d'Hermann, cistude, voilà, c'est un peu les deux stars de nos tortues françaises, l'une terrestre, l'autre palustre, ou en tout cas qui vit dans l'eau. On va parler de la troisième, l'Hémide lépreuse. Alors là, il va vraiment falloir m'expliquer ce nom, Moremi leprosa, qui pour le coup est ultra rare.
Alors, elle est rare surtout en France parce que on va surtout la trouver dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est à ce niveau-là qu'on le trouve et c'est un animal que l'on va trouver après en Espagne. Et c'est vrai que encore une fois, c'est une bête qui est très timide, qui lorsque vous vous approchez, la première chose qu'elle fait, c'est de plonger et puis vous la voyez plus. Et actuellement, il y a pas mal de plans d'action pour sa protection dans le sud-ouest de la France. Françoise, cet animal a un nom qui m'intrigue, Émide lépreuse. D'où vient ce nom? L'émide lépreuse, pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement, c'est grâce au naturaliste allemand donc Friedrich Schweigger que l'on doit la description de cette espèce, à partir d'un seul spécimen qui est toujours conservé, notamment au Muséum d'histoire naturelle. Mais il faut quand même dire que c'est un autre scientifique qui va lui donner son nom vernaculaire. Il s'appelle Johann David Schöpf. Et c'est un zoologiste allemand passionné de tortues. Et lui, il voyait dans les tubercules qui ornent les écailles de cet animal une sérieuse ressemblance avec les nodules dermo-hypodermiques de la lèpre. Et c'est à cause de ça que il a donné ce nom vernaculaire à cette tortue. Voilà, vous savez tout. François, vous avez vraiment des connaissances encyclopédiques. D'ailleurs, je vois que vous avez votre livre dont vous êtes l'auteur à portée de la main, que je recommande, qui s'appelle « Dans la carapace des tortues de France », qui est un livre préfacé par Gilles Boeuf. Texte et photographie, François Sercollet. Donc vous êtes, ceinture et bretelles, hein. Vous faites tout dans vos bouquins. C'est un livre qui est sorti quand? Alors, il est sorti le 29 octobre 2020. C'est un beau livre, je l'ai eu entre les mains et je le recommande. Merci. Je vous en prie Françoise, le chèque c'est en fin d'émission. D'accord, mais je ne paye qu'en nature moi. Ah, ça m'ira aussi. Hein. Ok, on va enchaîner Françoise. Je voudrais que vous me parliez maintenant de la tortue mauresque, qui s'appelle aussi la tortue grecque, Testudo graeca. C'est une espèce nord-africaine. Donc c'est pour ça que son vrai nom c'est mauresque. C'est une bête qui malheureusement est arrivée chez nous parce que en Afrique du Nord, ces tortues-là sont vendues aux touristes. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas de tortues dans ces pays-là, déjà parce que vous n'arriverez pas à ramener l'animal vu que c'est complètement interdit. Confisqué par la douane. Confisqué par la douane avec amende, etc. Mais par contre, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'animal, il est sauvage. Donc, comme toutes les tortues, hein, ce sont des animaux sauvages. Donc, ce sont des animaux qui ont été capturés dans la nature. On est en train de dépouiller finalement l'Afrique du Nord pour avoir le plaisir d'avoir une tortue dans son jardin, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ce sont pas des animaux qui sont adaptés à nos jardins. Donc, l'animal risque de mourir. Je rappelle qu'il y a 354 espèces de tortues en tout dans le monde. Il y en a donc 3 qui sont endémiques en France et on peut en rajouter 2-3 autres qui sont des, pas des invasives, mais des visiteuses, des tortues qui ont été rapportées par l'homme. Voilà, donc 354 espèces et ça c'était au dernier comptage en août 2019. Peut-être un renseignement que j'avais pas dit, c'est que le dernier fossile connu de tortue, il date d'à peu près 210 millions d'années. On a dit tout ce qu'il y avait de joli à dire sur la tortue mauresque ou la tortue grecque, Françoise. Moi, je voudrais rajouter quelque chose de très important concernant les tortues d'Hermann. Parce que on a parlé de disparition des espèces, etc., à cause de la destruction des habitats, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il y a destruction des habitats avec le feu, notamment, dû aussi au réchauffement climatique, etc., etc., qui vont impacter notamment les tortues. Mais il y a un autre petit phénomène quand même sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, et qu'on vienne plutôt, c'est de parler des chiens. Parce que les chiens, c'est vraiment un gros problème pour les tortues. Et pour les tortues d'Hermann, parce que vous avez des chiens qui se baladent, d'accord, et qui attaquent les tortues. Et donc, beaucoup de tortues sont tuées par des chiens domestiques. Et beaucoup de tortues sont blessées et arrivent notamment, là, à Gonfaron, pour être soignées à cause de morsures de chiens. Donc, si vous êtes propriétaire de chiens, tenez vos chiens en laisse et ne les laissez pas se balader comme ça, donc divaguer dans la nature. D'accord, et c'est bien noté, cette recommandation aussi. Alors je sais pas si ça va être facile, hein, parce que tenir les chiens en laisse même dans la nature, vous voyez le problème. Vous savez que vous êtes obligé de tenir vos chiens en laisse en forêt, c'est interdit. Ah bon? Mais oui. D'accord.
Je suis ravi de l'apprendre, mais je ne savais pas. Ok, Françoise. Je vais me faire tuer par les possesseurs de chiens, mais il faut se responsabiliser avec nos animaux domestiques. On sait que le chat, c'est une véritable catastrophe Pour les au oiseaux. niveau des oiseaux. 500 espèces animales, le chat, il a comme impact. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les oiseaux, il y a les lézards, il y a les serpents, il y a tous les insectes. Vous regardez un chat avec une mouche, voilà, les chauves-souris. C'est vraiment, voilà, c'est une catastrophe. J'adore les chats. Hein. Voilà, j'ai une petite minette, j'adore les chats. Elle s'appelle Pixel, comme je fais beaucoup de photos en plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on se responsabilise vis-à-vis de nos animaux domestiques. Un chien qui saute dans une mare pour aller chercher un bâton, c'est un chien qui fiche en l'air tout l'écosystème de la mare. C'est un chien qui va arracher tous les herbiers, etc., toutes les pontes, à la fois donc des amphibiens, mais également des insectes. Il faut être conscient que ce sont pas des animaux qui font partie de notre chaîne alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Du biotope. Voilà, du biotope. Et du coup, ça a un impact négatif. Et je pense que la nature a suffisamment de problèmes comme ça, déjà avec nous, les humains, pour, en plus de ça, en rajouter avec nos animaux domestiques. Bon. Voilà, c'est une prière que vous adressez aux possesseurs de chiens. Ce message est bien entendu, Françoise. On va enchaîner sur nos tortues. Je voudrais rajouter quelque chose quand même pour les chiens. Parce que une chose qui est quand même très rigolote, c'est que pas mal de scientifiques maintenant se lancent donc pour faire leurs études, pour connaître les espèces qui vivent et le nombre d'animaux qui vivent sur un territoire donné, utilisent le chien. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont formés à rechercher, par exemple, les tortues à l'odeur. Et donc, grâce aux chiens, on va pouvoir trouver donc nos tortues donc dans la nature. Vous avez été très maligne, Françoise. Après avoir défoncé l'impact des chiens dans la nature, vous les réhabilitez en mentionnant ce fait que les chiens sont très utiles malgré tout et peuvent servir à les compter. C'est encore une fois, c'est toujours le propriétaire qui est responsable. C'est pas l'animal en lui-même, c'est le propriétaire. Ces messages sont bien passés, Françoise. Vous allez me permettre d'enchaîner sur la tortue de Floride. Trachemis scripta, elle a un joli nom celle-là, en latin ça veut dire que c'est écrit sur sa carapace, et c'est vrai qu'elle a des jolis dessins. Tout le monde voit ce que c'est une tortue de Floride, dans les animaleries on en vend plein malheureusement. Parlez-moi de cet animal qui n'est pas endémique, qui ne vient pas de France. Alors, c'est un animal qui a été surtout vendu comme, encore une fois, animal de compagnie, donc dans les années 70-80. Et notamment, c'était vendu, elles étaient grosses à l'époque comme une pièce de 5 francs, donc je vois pas trop ce que ça peut donner maintenant avec les pièces. 3-4 centimètres. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'était vraiment des bébés qui étaient vendus. Et ils étaient vendus comme tortues naines avec un petit bac en plastique, avec le palmier en plastique, la petite grotte en plastique. Enfin, franchement, l'horreur. Et c'était vendu donc dans le commerce, ça coûtait pas grand-chose. Et il faut dire que c'était des fermes, des ranchings, qui élevaient donc ces tortues. En France ? Non, aux États-Unis, c'était vraiment élevé, mais par des milliers et des milliers et des milliers de tortues qui étaient envoyées comme ça un petit peu partout dans le monde et qui étaient vendues un peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Et pourquoi pas aux États-Unis où elles étaient élevées? Tout simplement parce que les tortues, comme tous les reptiles, ce sont des animaux qui possèdent donc des salmonelles. Et donc, si vous manipulez une tortue sans après vous laver les mains, vous risquez une salmonellose. Et il avait été montré à l'époque que 11% des cas de salmonellose aux États-Unis étaient dus à la trachémie décrite, donc à la tortue de Floride. Donc, du coup, interdiction de les vendre sur leur territoire. Mais par contre, quand vous savez que, je sais plus, c'est en une année, 1 878 000 bébés tortues de Floride sont arrivés en France. Vous vous rendez compte, en une année, 1 878 000 bébés vendus en France. Donc, bien évidemment, tous ces animaux-là n'ont pas été relâchés dans la nature. Il y en a plein qui sont morts, etc., ou gardés par les propriétaires. Mais dès qu'elles commençaient à grossir, puisque ça devient quand même assez gros, les gens pensaient bien faire. Pourquoi? Parce qu'ils allaient relâcher donc la tortue dans la mare, parce que la tortue, elle était mieux quand même dans la nature, dans la mare, que dans un bocal en plastique. Et donc, du coup, ces animaux se sont bien adaptés en France, et on en trouve encore, bien évidemment. Et le problème, c'est qu'ils bouffent, entre guillemets, le territoire des cistudes, par exemple. Alors,
Effectivement, elles vont rentrer en compétition pour les places d'insolation, ça c'est évident. Mais sinon, il y a des études qui montrent qu'elles ont un impact, et puis d'autres études qui vont montrer, par exemple, avec les mides lépreuses, que ça n'a pas beaucoup d'impact. Comme quoi, ça va dépendre donc des espèces. Mais de toute façon, à partir du moment où une espèce exotique est introduite dans un milieu, et à partir du moment où celle-ci arrive à s'acclimater, elle va engendrer de toute façon donc des problèmes dans la faune locale. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la tortue de Floride. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi-même, j'en ai eu quand j'étais môme avec le petit palmier ridicule en plastique. Merci Françoise. C'est mes parents que vous venez d'offenser. Désolée. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est mérité. Pardon papa, pardon maman. Vous allez me parler de la dernière tortue d'aujourd'hui, qui est la tortue serpentine. Elle a déjà été mentionnée dans l'épisode précédent. Chelydra serpentina. Parlez-moi de cette tortue. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? C'est vrai que quand vous la regardez, elle a quand même une tête, je dirais, assez agressive quand même. C'est pas une bête où vous avez envie de lui faire des câlins, etc. Parce que la première chose qu'elle fait, c'est de vous ouvrir la gueule et d'essayer de vous mordre. Et c'est un animal que l'on trouve en vente avec certificat de capacité, donc vous n'avez pas le droit d'acheter cette bête-là. Pardonnez-moi, ça veut dire quoi certificat de capacité ? Ça veut dire qu'il faut avoir des moyens pour l'accueillir chez soi ? Alors oui, et il faut que vous ayez passé donc pas un examen, mais vous ayez monté un dossier, etc. Que ce dossier soit proposé, je dirais, à des gens qui vous disent ah bah oui c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir garder cette bête-là, on vous donne l'autorisation de. C'est comme ceux qui ont des serpents venimeux. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un certificat de capacité. D'accord. Et à partir de là, vous pouvez garder cet animal. Sauf que, voilà, c'est comme tout, hein. Il y a la loi et l'esprit des lois, et il y a des gens qui sont allés chercher donc cet animal en Allemagne ou en Hollande, où les lois ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France, et qui ont ramené ces bêtes-là chez eux parce qu'ils en avaient envie, hein, comme on peut trouver aussi des crocodiles, etc., etc. Puis au bout d'un moment, ça devient gros quand même, puisque ça peut peser jusqu'à 50 kilos hein, comme bestiole. Et puis, comme je vous disais, hein, ça mord bien aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On la relâche dans la nature. Ouais, c'est le même problème que vous avez déjà expliqué. Et donc, je précise juste que la tortue serpentine vient, comme la tortue de Floride, des États-Unis, c'est ça. Amérique du Nord. Ouais, tout à fait. On a fini la liste qui a été élaborée par l'équipière de Baleine sous Gravillon, Romane Schaeffer, à qui je fais un gros bisou au passage. Merci Romane. Qui est passionnée d'herpétologie. Et donc, on a fini cette émission. Françoise, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur ces espèces françaises dont on vient de parler ? Je pense qu'il faut s'intéresser à la faune de chez nous. On s'aperçoit toujours que les gens sont toujours intéressés par les espèces exotiques parce que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté. Et en France, chez nous, notre patrimoine naturel, il est absolument extraordinaire et qu'il mérite vraiment toute notre attention et toutes nos connaissances et toute notre protection. Je pense qu'il n'y a pas un Français sur 1000 qui est capable de citer les 4 espèces dont on vient de parler, ne serait-ce que la tortue d'Hermann, la cistude et l'émide. C'est ça. Je veux dire, personne, même moi, avant de préparer l'émission, l'émide, je connaissais même pas son existence. Mais par contre, vous connaissez la matamata, la tortue des Galapagos. Tortue de Floride. Voilà, la tortue de Floride. Et voilà, et quand on a la chance de voir une cistude, mais elles sont magnifiques, nos tortues. Donc je vous dis, vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir observer la nature. On a tout chez nous, enfin, on a vraiment des bêtes absolument extraordinaires et qui méritent d'être connues et qui méritent surtout d'être protégées. Ce message est bien compris, en tout cas il est bien passé. Merci Françoise, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir accueillis dans votre fameux bureau, dorénavant proverbial. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un épisode qui cette fois-ci va être consacré aux tortues de mer. Oui, salut Françoise. Volontiers, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.
D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.